Elle domine toute la région, à la fois massive et gracieuse. Première cathédrale française, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voici Notre-Dame de Chartres. Une cathédrale exceptionnelle qui inaugure l'ère des cathédrales géantes. Techniquement, une vraie perfection, une œuvre d'art admirable. Le sculpteur Auguste Rodin l'a comparé au Parthénon d'Athènes. La magie de cet édifice aurait-elle un lien avec sa construction en un temps record? Le chantier a été fini en 25 à 30 ans. C'est la seule cathédrale construite, on peut le dire, d'un seul jet. Comment a-t-on érigé la première tour qui culmine à 103 mètres, le plus haut monument au monde derrière les pyramides d'Égypte au moment de sa construction? Celui qui a bâti ça, c'est un génie pur. Pour quelle raison la seconde tour est-elle aussi différente de la première? Comment a-t-elle pu atteindre la hauteur d'un immeuble d'une trentaine d'étages? C'est un édifice record, puisqu'on va porter la flèche à 113 mètres au-dessus du sol. Toute l'aventure du gothique est toujours une course au record. Toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus ample. Sous la toiture se cache une structure de 600 tonnes, l'équivalent en poids de 3 statues de la Liberté. Quel événement tragique provoque sa conception en 1836? Pourquoi la cathédrale est-elle alors défigurée, privée de sa toiture? Beaucoup sont venus voir ce que Victor Hugo a appelé le dos d'un monstre. Partout dans la cathédrale, de nombreuses énigmes se sont posées à ceux qui ont tenté de comprendre sa construction. Et comme il n'existe quasiment pas de documents historiques, c'est en étudiant le bâtiment à la loupe, jusqu'au moindre morceau de bois oublié dans la pierre, que les scientifiques ont pu faire des déductions. Il y a, grâce au bois, grâce à la matière, une datation précise des campagnes de construction. Grâce à des représentations en 3 dimensions et les témoignages des meilleurs spécialistes, nous allons vous raconter cette épopée où le génie des bâtisseurs repense l'utilisation des voûtes d'ogives, où il expérimente les révolutionnaires arcs-boutants. Nous allons explorer les dessous de cette structure d'exception, la plus harmonieuse des cathédrales classiques, Notre-Dame de Chartres. L'écrin de Notre-Dame de Chartres se situe à moins de 100 km au sud-ouest de Paris, dans cette région agricole que l'on appelle la Beauce. C'est une attraction, c'est un point très fort dans le paysage. L'impression que l'on a quand on voit la grande silhouette de la cathédrale de loin, c'est cette impression massive d'une citadelle. À Chartres, l'édifice est posé au sommet d'un plateau, contourné par la rivière de l'Eure. En survolant la cathédrale, on distingue clairement son plan en forme de croix latine. La partie circulaire de cette croix s'appelle le chevet, et la tradition veut qu'on l'oriente vers l'est. La cathédrale doit nécessairement être orientée au sens premier du terme, c'est-à-dire tournée vers l'Orient. C'est l'Orient parce qu'on attend le retour du Christ au matin dans la clarté. À l'ouest, c'est l'entrée principale à travers un triple portail aux statues taillées à même les colonnes. En plus de cet accès, les bâtisseurs ont imaginé 2 autres entrées au nord et au sud du monument. Cette partie de cathédrale, le bras de la croix, se nomme le transept. Et à Chartres, on l'a voulu imposant. Un transept particulièrement long, sans doute adapté à des grandes processions typiques des lieux de pèlerinage. Des pèlerins attirés notamment par le trésor le plus important de la cathédrale, la relique du voile de la Vierge, présentée à Chartres depuis le IXe siècle. À l'intérieur, les volumes sont particulièrement impressionnants. L'édifice mesure 130 mètres de long, soit 3 mètres de plus que Notre-Dame de Paris. Avec une nef qui dépasse 16 mètres de large, Notre-Dame de Chartres établit un nouveau record lors de sa construction dans les années 1220. C'est l'idée d'une cathédrale qui, à la fois par son étendue, par son efficacité et par sa hauteur, puisse surpasser toutes les autres. Considérée comme la cathédrale classique par excellence, Notre-Dame de Chartres a été bâtie au XIIIe siècle dans un chantier absolument unique. Alors qu'il a fallu plus d'1 siècle pour édifier Notre-Dame de Paris, ce monument a été réalisé en 25 à 30 ans.
C'est la seule cathédrale construite, on peut le dire, d'un seul jet. C'est un cas unique qui évidemment pose question. Par quel miracle a-t-on construit un tel édifice en une vingtaine d'années? Les réponses sont multiples, et l'une d'entre elles se trouve à seulement 10 km de Chartres, à Berchères-les-Pierres. Quasiment à portée de main, les bâtisseurs avaient en effet trouvé là leur matière première principale. Transporter par route de la pierre, c'est extrêmement lent, extrêmement coûteux. Souvent, le coût du transport est beaucoup plus cher que le coût du matériau. Donc, si on peut la faire venir d'assez près, c'est mieux. La pierre de Berchères est facilement accessible. Mais ce n'est pas la seule raison pour expliquer ce choix. L'autre raison, c'est le caractère exceptionnel de cette pierre, puisqu'elle résiste au gel et à la friction. C'est-à-dire qu'elle résiste parfaitement aux intempéries. C'est pourquoi la cathédrale de Chartres est l'une des moins restaurées de ce point de vue actuellement. Largement utilisée pour le gros œuvre, la pierre de Berchères a malgré tout un petit défaut facilement visible dès que l'on se rapproche un peu. C'est une excellente pierre à bâtir, mais qui est tout à fait impropre à la sculpture. Il y a des trous dedans, c'est une surface assez irrégulière, ce qui fait que pour la sculpture, eh bien, on va importer, notamment pour la façade occidentale, aussi pour les transepts, de la pierre de Paris. Pour élever le monument, le maître d'œuvre fait le choix d'utiliser des blocs de grosses dimensions, parfois jusqu'à 80 cm d'épaisseur pour 2 mètres de long, à la manière des anciens temples romains. Il faut imaginer qu'au XIIe siècle, lorsqu'on se promène dans la France du XIIe siècle, on bute souvent sur des temples antiques. Donc la culture antique, ce n'est pas une abstraction, c'est une réalité. Pour soulever de tels blocs, les maçons disposent d'engins de levage tels que la chèvre, un système de grue facilement montable et démontable dans n'importe quelle partie du chantier, ou encore l'écureuil. L'écureuil, c'est une roue dans laquelle prend place un individu et qui permet d'hisser des matériaux extrêmement lourds avec une main-d'œuvre très réduite. Ces grues sont déplacées au fil des travaux d'un échafaudage à l'autre, des échafaudages en bois qui doivent s'adapter à l'ambition des constructions gothiques. Avec des élévations sous voûte de plus en plus importantes, on peut plus se permettre de faire des échafaudages qui sont fondés sur le sol, qui partent de fond jusque sous les voûtes. C'est trop dangereux et le savoir-faire ne permet pas ces structures. Donc l'on crée très tôt, au XIIe siècle, des échafaudages que l'on appelle volants. Ces structures de bois sont fichées à même la pierre, dans ce qu'on appelle des trous de boulin. Un système de poutres obliques et horizontales permet de supporter des plattelages, les plateformes sur lesquelles travaillent les maçons. Ces échafaudages sont démontables et vu la quantité de bois nécessaire pour un tel chantier, c'est un atout non négligeable. Nous sommes dans un moment qui est un moment de relative pénurie de bois. En conséquence, on est très économe. Ces échafaudages-là, naturellement, sont économiques puisqu'on les remploie en permanence. Pierre après pierre, la cathédrale prend forme. Passé une dizaine de mètres de hauteur, les bâtisseurs utilisent des tirants en bois pour éviter la chute de la construction en cours. Tirants qui partent du haut des piliers vers les murs ou d'un pilier à l'autre pour les faire tenir entre eux. Comme pour les échafaudages, ces tirants de forme rectangulaire sont fixés dans la pierre. Une fois que le mortier a séché, le plus souvent, ces tirants sont coupés sur l'aplat du mur et dissimulés derrière un enduit. Pour fixer les pierres à des hauteurs supérieures, en plus du mortier habituel, les bâtisseurs de Chartres ont utilisé aussi un autre matériau un peu plus étonnant, le fer. Et pas en petite quantité. On a une quantité de fer qui est quand même assez importante pour un édifice de cette époque, qui est liée à la quantité d'agrafes qui sont utilisées de manière systématique dans les maçonneries. Des agrafes, on peut en voir un peu partout dans la cathédrale, même si certaines sont cachées par la structure. En fait, il s'agit de barres de métal pliées aux deux bouts par le forgeron. Une agrafe peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long et peser 8 kg. Une fois qu'elle est préparée, alors c'est pas le forgeron qui va la mettre en place, c'est en général les maçons qui la mettent en place. Pour cela, les maçons creusent des trous aux dimensions de l'agrafe qui vient réunir les blocs de pierre. Ensuite,
on scelle l'agrafe avec un autre matériau qui va remplir l'espace laissé libre entre le trou, qui est un petit peu plus grand, et la pâte de l'agrafe. Ce matériau, c'est souvent du plomb, c'est vraiment un très bon isolant qui ne va pas laisser passer l'humidité. Le chantier avance à un rythme exceptionnel. Il faut dire qu'en plus de la pierre de Berchères qu'on trouve à proximité, le nouveau bâtiment possède un atout considérable. Il s'appuie sur les fondations de la précédente cathédrale construite au XIe siècle. Comment un ancien édifice de style roman a-t-il pu servir de base à une structure aussi volumineuse que celle de Notre-Dame de Chartres? Pour le comprendre, il faut s'enfoncer dans le monument, dans une crypte aux dimensions uniques. Il s'en faut de peu que la crypte de la cathédrale de Chartres soit la plus grande crypte au monde. Par contre, c'est la plus longue, et de très loin. Le couloir de cette crypte mesure près de 250 mètres. Et si le sous-sol est aussi vaste, c'est que la superstructure construite au-dessus, la cathédrale de Fulbert, était elle aussi de dimension monumentale. Au moment où on l'édifie, le prélat, qui est Fulbert, qui est vraiment une grande figure intellectuelle, veut clairement faire un sanctuaire d'une dimension jamais rencontrée sur sol français. Voici la seule représentation de ce qu'a été la cathédrale voulue par l'évêque Fulbert. Une cathédrale aux dimensions hors normes pour son époque. Plus de 100 mètres de long et plus de 16 mètres de large. Sa crypte a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Elle est conçue en deux parties. La première se situe à un niveau inférieur, on l'appelle le caveau Saint-Lubin. Au XIe siècle, cet espace est strictement réservé aux religieux. On y conserve certains des trésors de la cathédrale. Dans le caveau Saint-Lubin, on a des reliques de plusieurs saints, d'anciens évêques, de martyrs. Ce sont des reliques qui sont protégées, qui, en quelque sorte, elles-mêmes aussi, par leur présence, protègent la cathédrale. Pour réaliser cette partie en sous-sol, on aurait pu se contenter d'une pierre brute recouverte d'un enduit. Mais pour ce coffre-fort sacré, l'architecte a préféré la pierre taillée. On est plutôt moderne, on est dans ces constructions un peu nouvelles, dans ce début du XIe siècle, où on va utiliser, développer de plus en plus ce qu'on appelle le moyen appareil. C'est des pierres qui font entre 20 et 30 cm qu'un homme peut porter lui-même. Autour du caveau Saint-Lubin, mais à un niveau plus élevé, c'est la seconde partie de la crypte. Elle vient comme s'emboîter dans la première avec deux longs couloirs qu'on appelle déambulatoires et qui convergent vers trois chapelles de style roman. Un petit défi technique pour les architectes du XIe siècle. On sait faire des voûtes depuis on le savait le faire dans l'Antiquité. Ce qui est assez extraordinaire ici, c'est ce voûtement continu sur ces grands couloirs. C'est le mouvement tournant. Et ça demande disons, une certaine attention dans le placement des pierres, dans la finition aussi. L'enduit permet évidemment de cacher toutes les reprises possibles dans la maçonnerie. Au moment de sa construction, cet espace est destiné aux fidèles qui viennent effectuer un pèlerinage dans cette cathédrale plutôt bien dotée en termes de reliques. On est dans cette grande période d'attraction des reliques. On va même en chercher quand on n'en a pas ailleurs, à Rome en particulier, dans les catacombes. À Chartres, il faut imaginer un pèlerinage dans la crypte particulièrement spectaculaire, dans ce déambulatoire aux dimensions jamais vues jusqu'alors. Immense couloir nord vers la remontée par la galerie sud. Ce n'est d'ailleurs évidemment pas un hasard, on est dans un sens symbolique qui va de l'ombre vers la lumière, dans une perspective de la foi chrétienne. Dans ce cheminement de l'ombre vers la lumière, les pèlerins de l'époque s'arrêtaient devant une statue emblématique de la Vierge. Une autre étape avait lieu devant un puits gallo-romain de 30 mètres de profondeur, le puits des Saints-Forts. Simple point d'eau au départ, on lui a attribué des légendes au fil du temps, comme celle de corps de religieux jetés par les Vikings. Ceci relève de l'imagination, mais ça a été quand même un moment très fort d'attraction, ce puits. Et les chanoines au XVIIe siècle vont tout faire pour justement éviter de continuer à vénérer ce puits qui leur semble relever plutôt des attractions païennes et pas du tout de la chrétienté. Malgré sa renommée spirituelle et ses dimensions impressionnantes, la cathédrale de Fulbert a fini par laisser la place à Notre-Dame de Chartres.
après un incendie en 1194. Un drame entouré de mystères, mais qui arrivait en fait au bon moment. L'église de Fulbert ne correspondait plus aux besoins spirituels, ni à la hauteur d'une ville comme ça qui avait cette prétention d'accueillir un évêché. Il est impossible d'imaginer de conserver plus longtemps cette grande cathédrale qui est, en termes contemporains, has-been, qui est dépassée. Aussi imposante soit-elle, la cathédrale romane de Fulbert fait tache en cette fin de XIIe siècle. Depuis les années 1140, de nouvelles cathédrales voient en effet le jour, des cathédrales d'un style nouveau, le style gothique. En 1195, quand le chantier débute à Chartres, celui de Notre-Dame de Paris a déjà commencé. Et bien sûr, ici aussi, on veut marquer l'histoire. Chartres a le prestige, a les moyens, a l'envie de faire une cathédrale beaucoup plus importante que toutes celles qu'on vient de réaliser. Pour dépasser les autres, ou simplement se dépasser, les bâtisseurs de Chartres ont l'avantage de ne pas partir d'une feuille blanche. L'incendie de la cathédrale Fulbert a en effet épargné la façade, légèrement plus petite que celle d'aujourd'hui, l'impressionnante tour sud que l'on connaît, et une tour nord sans flèche. Une partie du chevet roman, qui n'était pas charpenté mais voûté, est vraisemblablement restée debout. Enfin, la crypte monumentale a résisté aux flammes et c'est une sacrée aubaine. Ça évite de créer, de renouveler l'ensemble des fondations. La crypte a été simplement chemisée, c'est-à-dire renforcée pour recevoir une superstructure plus importante que la cathédrale de Fulbert. Du coup, le plan de la cathédrale de Fulbert détermine celui du nouvel édifice. Le maître de Chartres vient y faire des ajouts, comme pour la crypte avec ses 4 chapelles gothiques qui viennent s'insérer entre les chapelles romanes. On greffe des chapelles voûtées d'ogives entre les 3 chapelles saillantes de Fulbert, chapelles qui étaient nécessaires d'ajouter puisqu'elles servent de fondation aux chapelles de la superstructure gothique. Dans la crypte, la greffe est clairement visible. Des anciennes voûtes en berceau de style roman, on passe à une chapelle voisine avec sa nouvelle voûte gothique plus complexe. Les fenêtres extérieures des chapelles romanes se trouvent du coup à l'intérieur des chapelles qui ont été rajoutées. Ce qui induit l'obturation des sources de lumière dans la crypte, si bien que la crypte telle que nous la voyons aujourd'hui est beaucoup plus sombre qu'elle n'était au XIe siècle. En plus des nouvelles chapelles, la plus grosse modification que connaît la cathédrale de Fulbert, c'est l'ajout des 2 bras de la croix, les transepts. Et c'est un point extrêmement sensible pour la nouvelle cathédrale. L'érection du transept, effectivement, pose problème, puisque si l'ensemble de la cathédrale est fondé sur la crypte de Fulbert, c'est-à-dire des fondations tassées, séchées depuis plusieurs décennies, en revanche, la construction de ce transept saillant impose de nouvelles fondations. Le risque que les transepts finissent par se détacher du reste de la structure existe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à la cathédrale d'Amiens. Mais à Chartres, les bâtisseurs avaient déjà peut-être conscience du problème. Ça pose un vrai problème, qu'a su juguler le maître d'œuvre par une construction véritablement massive. Donc très vite, le monument s'est tassé. Une fois les fondations réalisées, par quoi a-t-on commencé? Pendant longtemps, en l'absence de documents historiques, les spécialistes ont hésité entre plusieurs hypothèses. La première, une construction qui commence par l'arrière de la cathédrale et avance progressivement jusqu'à la façade principale, en terminant par les transepts. Deuxième hypothèse, l'inverse. D'abord la façade, puis le chevet. Et enfin, troisième hypothèse, une progression par tranche horizontale, en travaillant simultanément sur toutes les parties de l'édifice. En fait, il a fallu attendre 1990, soit plus de 700 ans, pour faire pencher la balance. Au cours d'un chantier de restauration, on a découvert dans des trous de boulins des restes de tirants en bois. Analysés en laboratoire, ces fragments ont rendu leur verdict. Il y a, grâce au bois, grâce à la matière, une datation précise des campagnes de construction. Les bois fragmentaires de tirants que nous avons dans la nef permettent de dater l'année de coupe de ces bois aux alentours de 1195. Les bâtisseurs ont donc commencé par l'avant de la cathédrale en 1195.
Un scénario assez logique, puisqu'après l'incendie, il reste l'ancien chevet. Chevet qui s'avère bien utile pour les religieux, les chanoines, quand débutent les travaux. Il avait été plus ou moins épargné par les flammes, donc on s'en sert comme d'église provisoire. Et donc, une fois que la nef est suffisamment avancée, les chanoines vont faire le culte provisoirement dans la nef, qui devient une deuxième église provisoire. Quand les chanoines s'installent dans cette nef en cours de travaux, ils ont un avant-goût de leur future cathédrale. Notre-Dame de Chartres devra viser les deux objectifs du courant gothique. Un maximum d'espace, un maximum de lumière. Pour donner aux fidèles la plus belle vision de ce qui les attend au ciel. Vision qui, de cathédrale en cathédrale, devient de plus en plus spectaculaire. Toute l'aventure du gothique est toujours une course au record. Et Chartres ne déroge pas à la règle, toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus ample. Pourquoi aller plus haut? Pourquoi construire ces cathédrales du Nord toujours plus haut? Il y a une explication spirituelle, bien sûr, mais c'est surtout une recherche, je pense, destinée à prouver au monde des capacités technologiques hors normes. Quelle capacité technologique faut-il déployer quand les murs s'élèvent à plus de 30 mètres au-dessus du sol, dans un Moyen-Âge où les maisons font seulement 1 ou 2 étages? Comment supporter le poids des plafonds dans de tels édifices? L'une des solutions est visible en levant la tête à l'intérieur de la cathédrale. Et elle repose sur un premier élément fondamental, l'arc brisé. L'arc brisé permet d'ouvrir les espaces les uns sur les autres. Où que se trouve le regard, qu'il soit dans la nef ou dans les bas-côtés, il peut observer les images de l'un ou de l'autre de ces espaces parce que les grandes arcades sont larges et hautes. Jusqu'au XIIe siècle, dans les édifices religieux, on a coutume de construire des voûtes qu'on appelle en plein cintre. Elles sont en forme d'arc de cercle. Elles provoquent une forte poussée latérale sur toute la largeur des murs. Du coup, ces murs doivent être particulièrement épais pour ne pas s'écrouler. Jusqu'alors, c'était l'échec du monde roman, c'est-à-dire soit on avait une nef charpentée très lumineuse, soit on avait une nef voûtée, mais il fallait réduire la taille des fenêtres. À partir du XIIe siècle, l'emploi généralisé de l'arc brisé change la donne. Avec cette technique, la poussée ne se fait plus vers l'extérieur des murs, mais dans les piliers qui soutiennent cet arc. Du coup, les murs ne supportent plus la charge et peuvent être plus minces. Désormais, on n'est plus face à une voûte massive qui porte sur la totalité, la continuité des murs, mais bien sur des points de focalisation des forces. Ça change tout. Ça change tout, car on peut désormais faire de très grandes ouvertures dans les murs. Le mur, en fait, a quasi disparu, remplacé par la présence de la lumière du vitrail. Et à Chartres, cette nouvelle lumière est tellement impressionnante à l'époque qu'elle fait pâlir d'envie une cathédrale voisine située à 80 km de là. À Paris, on va au XIIIe siècle élargir les fenêtres de Notre-Dame, qui, suite à l'exemple chartrain, apparaissent finalement comme trop réduites. Pour construire ces arcs brisés qui se croisent en leur sommet, on utilise des charpentes en bois appelées cintres. On y place provisoirement dessus les premières pierres jusqu'à la pose du dernier élément, la clé de voûte, pierre qui maintient l'ensemble. On retire alors les cintres et on obtient ainsi la croisée d'ogive. Une croisée qui, à Chartres, est différente de celle de la première vague gothique. Dans les cathédrales du premier art gothique, les travées sont généralement carrées dans le vaisseau principal, avec des voûtes sexpartites, à 6 parties. À Chartres, on va passer à des travées dans le vaisseau principal rectangulaires, avec des voûtes quadripartites, à 4 parties. Et ça permet de simplifier la construction. Contrairement à la voûte d'ogive sexpartite, elle est moins bombée, elle est plus économe en matériaux, elle est plus légère. Des voûtes plus économiques, libérant plus d'espace et bien sûr plus hautes que les cathédrales précédentes. À Chartres, on est à présent à quasiment 37 mètres de hauteur sous voûte, ce qui est le nouveau record. Partout dans la cathédrale, on retrouve la même technique qui crée d'immenses volumes. Pour autant, même si la croisée d'ogive est une énorme avancée dans l'art de la construction, elle ne suffit pas à stabiliser de tels bâtiments.
Comment éviter de les voir s'écrouler comme des châteaux de cartes sous le poids des voûtes? Grâce à un principe fondamental, l'arc-boutant. Comment ils le font? Au feeling et à l'expérience. Il n'y a très probablement pas de calcul, de vectorisation, au sens où on ferait aujourd'hui un ingénieur architecte. Mais alors, quel feeling et quelle expérience? Pourtant, cela ne va pas de soi. Car même si les arcs-boutants sont devenus aujourd'hui parfaitement naturels à nos yeux, au début de l'ère gothique, ils font débat. Au départ, ça a choqué. À tel point, c'est que certains architectes au milieu du XIIe siècle vont prendre des arcs-boutants mais essayer de les cacher un tout petit peu. Certains cachent l'arc-boutant, d'autres refusent carrément de l'utiliser. Pourquoi on ne l'utilise pas? Parce que ces arcs-boutants, c'est un handicap. Et en définitive, ça dissimule le monument. Par ailleurs, est-ce que l'arc-boutant est révélateur du savoir-faire du bâtisseur? N'est-ce pas plutôt considéré comme un pansement, une béquille? Si cette béquille est devenue indispensable, c'est que la structure des églises a changé. Dans les églises romanes, pour contrer la poussée exercée sur les murs par les voûtes, on renforce les murs à l'aide de contreforts accolés à l'extérieur. Dans une cathédrale gothique, avec une nef simple, des contreforts pourraient suffire. Seulement, la présence de bas-côtés, ces larges couloirs de part et d'autre de la nef, empêche de soutenir la nef directement sur la partie supérieure. En l'absence de contreforts classiques ou de tribunes au-dessus des bas-côtés, il faut donc trouver une autre solution pour soutenir les voûtes. L'arc-boutant, en fait, a comme objectif principal d'éviter l'explosion de la cathédrale. L'arc-boutant est construit en arc de cercle. Cet arc transmet la poussée du mur vers le pilier qu'on appelle culée. En fait, il s'agit ni plus ni moins de poser un étai, un appui en pierre, contre les murs extérieurs de la cathédrale. Et pour assurer un peu plus de stabilité à la culée, les bâtisseurs ajoutent un poids dessus, le pinacle, qui vient lester l'arc-boutant. La retombée des voûtes, c'est pas un point, c'est une zone qui en fait est haute de plusieurs mètres. Ça explique pourquoi à Chartres on voit deux arcs liés l'un à l'autre par un très beau jeu de rayons, de vélos. En fait, l'arc-boutant, ce sont les deux arcs. À Chartres, le maître d'œuvre n'a pas lésiné sur les arcs-boutants, ni sur leur nombre, ni sur leur poids, notamment au niveau de la nef. Le modèle de la nef est un modèle dans lequel les arcs-boutants sont très massifs. La culée même de l'arc-boutant est très puissante, un nombre de tonnes de pierre tout à fait assez effarant. Cette masse des arcs-boutants est peut-être aussi là pour indiquer une certaine peur de l'architecte. Et on sent dans ces arcs-boutants, au-delà de leur monumentalité, qu'on est encore dans l'expérience, dans l'expérimentation. Et cette expérimentation est flagrante autour de la cathédrale. Ainsi, les premiers arcs-boutants mis en place autour de la nef ont une forme plus simple que les suivants, conçus plus tard pendant le chantier. Dans le chœur, on voit bien que les appuis des arcs sont désormais beaucoup plus légers. Les colonnettes ont été remplacées par des bâtons de roues, qui d'ailleurs sont trop filés pour laisser mieux passer le vent. Non seulement le maître bâtisseur perfectionne le design des arcs-boutants, mais il les assume complètement en les sculptant, en y ajoutant des niches. Plus tard, pendant le chantier, il adapte même la structure à cause du vent au sommet de la cathédrale. On voit bien que le premier maître, il n'a pas encore évalué totalement ça, puisque c'est a posteriori qu'on va lancer, depuis les premiers arcs-boutants de la nef, depuis la culée, une troisième volée qui va venir nous contrebuter quoi, quant à elle, la poussée des toitures. Avec les arcs-boutants et la croisée d'ogives, les bâtisseurs ont pu créer un espace impressionnant. Les murs sont non seulement plus hauts, mais aussi plus fins. On peut donc les percer largement. De quoi atteindre cet objectif capital de l'ère gothique, diffuser la lumière. Mais comment habiller des fenêtres aux dimensions jamais vues jusqu'alors? Du coup, on a des surfaces offertes par ces fenêtres qui sont immenses et tout le décor va se reporter sur les 150 fenêtres qu'il y a dans la cathédrale de Chartres.
Notre-Dame de Chartres possède une surface de vitraux médiévaux exceptionnelle de 2600 mètres carrés. En comparaison, Notre-Dame de Paris n'en compte qu'un millier. C'est sans doute unique au monde de par la quantité, puisqu'on a conservé pratiquement un peu plus des 3/4 des vitraux d'origine, ce qui est exceptionnel. Pour réaliser une telle surface, il faut faire appel à de nombreux ateliers, des ateliers modestes composés d'un maître verrier et de quelques compagnons. À partir des instructions données par les chanoines, le maître dessine un modèle grandeur nature sur lequel sont déposés les différents morceaux de verre. On dispose à l'époque de petits morceaux de verre, pas très grands, et donc il faut assembler ces petits morceaux, c'est un travail de mosaïque. L'ensemble de ces mosaïques coûte une petite fortune et représente une part énorme du budget de la construction. D'où la présence à l'image de corporations de métiers ou de nobles qui ont financé certains panneaux. Parmi les nombreux vitraux de la cathédrale, l'un d'entre eux a une place particulière. On le surnomme la Joconde des vitraux. Il est antérieur à l'actuel monument car il a échappé à l'incendie de l'ancienne cathédrale. Et s'il possède un bleu si particulier, la raison en est peut-être aussi économique. On pense qu'il y a effectivement un bleu roman qui serait fait à base de cobalt, un oxyde donc métallique amené sans doute d'Orient. Et c'est un commerce très cher. Et puis à un moment donné, quand il faut faire des mètres carrés de verre bleu, on va se rabattre sur du manganèse qui donne un bleu un peu plus violacé. À partir de ces pièces de différentes couleurs, le maître verrier compose le fond de son image, sur laquelle il vient ensuite apporter la touche finale. La dernière étape, qui est très importante, c'est la peinture sur verre avec une grisaille, c'est-à-dire un mélange de verre et de pâte métallique, comme un émail. On applique sur le verre des traits qui vont dessiner les contours, les cheveux. À l'intérieur de la cathédrale, ce sont plus d'1 millier d'images différentes à contempler. Certaines racontent des épisodes célèbres de la Bible, d'autres sont beaucoup plus savantes. Toutes cherchent à atteindre un seul et même but. Pour tous les théologiens du Moyen-Âge, il est évident que ce passage de la lumière à travers la matière, c'est l'incarnation. Dieu est passé dans l'humanité et s'est donné à voir sur la terre. La lumière du soleil passe à travers les fenêtres, mais son chemin ne s'arrête pas là. Pour réfléchir cette lumière filtrée par les vitraux, les bâtisseurs ont en effet prévu un autre élément que l'on avait oublié sous la couche de saleté des murs. La cathédrale de Chartres était encrassée par la suie, propulsée par des cierges, par le chauffage installé au XIXe siècle. Donc la cathédrale était noire. Mais ça ne fonctionne pas, une cathédrale noire. Il faut qu'une église soit lumineuse pour fonctionner avec le message liturgique. Au cours d'une campagne de restauration récente, en nettoyant la suie, les restaurateurs ont en effet mis au jour un enduit coloré. Le monument avait été peint 3 fois, dont 2 fois au Moyen-Âge. Pour le premier revêtement, c'est une couche d'enduit épaisse, de couleur beige à faux joint blanc. L'intérêt de l'enduit est multiple. Il gomme les aspérités de la pierre, protège le mur, atténue l'acoustique et encore une fois, il a une portée symbolique en diffusant la lumière divine. Effet que l'on retrouvait à l'époque jusque sur les murs extérieurs de la cathédrale. La cathédrale était entièrement peinte, si bien que le pèlerin, le fidèle, quel qu'il soit, arrivé dans cette plaine de Beauce plate, voyant de très loin la cathédrale, il voyait une cathédrale qui reflète la lumière, de jour comme de nuit, les nuits de pleine lune. Il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, un édifice qui propose autant de luminosité, ça n'existe pas. Avec ses couleurs et cette lumière unique pour un édifice du Moyen-Âge, avec ses larges volumes, Notre-Dame de Chartres a fière allure quand elle est achevée vers 1225. Un siècle plus tard, c'est une nouvelle chapelle qui surgit de terre, la chapelle Saint-Pia. Indépendante à l'origine, on aménage plus tard un escalier pour communiquer avec la cathédrale. Au XVe siècle, c'est une extension dans la nef qui permet d'installer un autre espace de prière, la chapelle Vendôme. Mais c'est au XVIe siècle qu'on lui ajoute un élément de taille, la flèche de la tour nord. Pourquoi une nouvelle tour et pourquoi aussi haute?
On va porter la flèche à 113 mètres au-dessus du sol. Par cette construction nouvelle, Chartres revient à la pointe de l'innovation et entre à nouveau dans la course des records en hauteur. Si Notre-Dame de Chartres se replace dans cette course, c'est qu'en 1506, elle est une fois de plus la proie des flammes. Cette fois-ci, c'est le beffroi de la tour nord qui prend feu. La tour nord était restée inachevée, on l'avait couronnée d'un beffroi en charpente et en plomb. On va donc faire appel à Jean de Beauce, un des plus grands architectes de l'époque, pour réaliser un nouveau dernier étage à cette tour, couronné d'une très haute flèche. Énorme défi pour Jean de Beauce, qui doit réaliser une tour plus grande que la tour sud, tout en gardant la base ancienne. Un exercice périlleux qui s'est d'ailleurs transformé en échec dans une cathédrale voisine. Jean de Beauce a dû tenir compte de la souche de la tour pour construire tout ce qu'il y avait par-dessus. Si la base de la tour s'était fissurée, on aurait eu un effondrement exactement comme c'est arrivé à Bourges, à peu près dans les mêmes années. Jean de Beauce commence la reconstruction dans un style complètement différent de la base, dans le style gothique flamboyant. Il utilise un vocabulaire décoratif un peu fantastique qui est de dragons, d'animaux un peu fabuleux, éléments végétaux, avec un niveau de technicité des sculpteurs pour réaliser ces éléments décoratifs qui est absolument prodigieux. Ce décor flamboyant est par nature à l'opposé de la simplicité de style de la base romane. Pour ne pas choquer l'œil, l'architecte a trouvé une astuce. S'il était parti sur le nouveau style flamboyant, bille en tête, tout à coup, du sol, on aurait une impression désagréable de quelque chose de complètement hors propos. Donc il rajoute des éléments décoratifs plaqués sur les mètres qui sont juste en dessous pour assurer une montée en gamme progressive de la décoration. Accompagner le changement de style, c'est une chose. Mais comment finir la construction avec une flèche de forme cylindrique quand on part d'une base carrée? La solution, Jean de Beauce la trouve avec une ingénieuse série d'octogones décalés l'un par rapport à l'autre. Il s'agit d'un octogone qui pivote très légèrement sur lui-même, chaque arête correspondant au milieu d'un côté à l'étage inférieur. Alors ça, quand vous regardez la flèche, c'est une subtilité qui est incompréhensible sous le déluge décoratif. Pour soutenir ces octogones, Jean de Beauce a prévu un système d'arc-boutants particulièrement discret, esthétique, et qui lui aussi accompagne le mouvement vers le ciel. D'abord, 4 arcs-boutants à chacun des angles de la base carrée pour le premier niveau. Puis au-dessus, en position décalée par rapport à l'étage inférieur, une série de 8 arcs-boutants supplémentaires. Enfin, pour achever la structure sans déstabiliser l'ensemble, l'architecte a dessiné une flèche avec des renforts à chacun de ses angles. La flèche, elle posait une réelle difficulté. Et de manière à ce qu'elle ne soit pas trop lourde, elle a un système de nervures qui permet de bien répartir les charges sur tout l'octogone qui est à la base. Face à la tour nord au style gothique flamboyant, l'autre tour de façade est d'une sobriété absolue. Elle a 3 siècles de plus que sa grande sœur. Pour autant, elle n'a pas à rougir en termes de prouesse technique. En quoi cette tour est-elle aussi admirable malgré son antériorité? J'ai eu l'occasion de voir des grands architectes mondiaux regarder aujourd'hui cette flèche et disant mais celui qui a bâti ça, c'est un génie pur. On ne sait absolument rien de ce génie, si ce n'est qu'il a commencé son œuvre au milieu du XIIe siècle pour embellir la cathédrale de Fulbert avec cette tour à la fois massive et légère. Une assise carrée, pour le coup de murs très puissants, posés au sol. À ce stade-là, les murs font plus de 2,50 m d'épaisseur. Et en partie terminale, on a des parois qui sont extrêmement fines, qui dépassent à peine une vingtaine de centimètres d'épaisseur. La tour sud repose sur 3 premiers niveaux de plan carré. Puis au 4e niveau, on passe à une structure octogonale qui s'achève avec le dernier niveau de la flèche. C'est au-dessus des premiers étages carrés que se pose le défi pour l'architecte. Comme pour la tour nord, il faut basculer vers la forme cylindrique de la flèche sans accrocher le regard.
Pour masquer un peu plus la rupture géométrique entre les 3e et 4e niveaux de la tour, le concepteur a placé 2 séries de pignons de taille et de formes différentes. Ces flèches placées aux angles accompagnent le mouvement comme les boosters d'une navette accompagneraient le décollage du sol. Les pignons sur les angles beaucoup plus aigus préparent justement l'aspect très pointu de la flèche finale. Lors de sa construction au XIIe siècle, cette flèche fait partie des plus grands monuments au monde derrière les pyramides d'Égypte. Et les maçons doivent travailler à des hauteurs vertigineuses pour l'époque, l'équivalent de bâtiments d'une 30aine d'étages. Il faut imaginer qu'elle est construite depuis l'intérieur, avec des échafaudages intérieurs qui doivent être à cette hauteur quand même d'une grande prouesse. Pour assembler les pierres de cette flèche qui doit affronter les assauts du vent sans le renfort d'aucune charpente, les bâtisseurs ont eu recours aux agrafes. Les analyses n'ont pas été totales, mais on a pu observer que la majorité des assises de pierre qui composent cette flèche sont dotées d'agrafes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de maçonnerie, mais d'une maçonnerie armée. À l'extérieur de la flèche, l'architecte a imaginé un système d'écailles taillées dans la pierre. Ces motifs commencent un peu plus haut que le début du cylindre de la flèche pour assurer, là encore, une meilleure transition visuelle. Mais ce n'est pas tout. Au niveau décoratif, c'est très réussi. Mais au point de vue technique, les écailles ont exactement les mêmes effets que les écailles d'un poisson, c'est-à-dire qu'elles recouvrent le joint de mortier qui est juste dessous. Et donc elles assurent une étanchéité de la structure qui, même s'il y a eu des restaurations au 19e, 20e siècle, a fait ses preuves. Tour coiffée d'écailles d'un côté, tour au dragon de l'autre. Au début du XVIe siècle, 2 flèches au style différent dessinent le nouveau visage de la cathédrale. Une silhouette originale particulièrement réussie. À tel point que lorsque Jean de Beauce achève la tour nord, on lui confie aussitôt une autre mission. Jean de Beauce réalise dans un premier temps un petit pavillon, dit pavillon de l'horloge, au pied de la flèche, destiné à abriter les mécanismes d'horlogerie qui activent le timbre, la sonnerie des heures au sommet de la flèche. Et après, on lui confie une mission assez étonnante. Son nouveau défi se situe dans cette partie réservée aux chanoines qui viennent y prier 7 fois par jour. Il ne faut pas pour cela qu'il soit dérangé par les fidèles qui déambulent de relique en relique, de statue en statue pour faire leur dévotion privée. Ils vont donc s'enfermer dans un chœur liturgique. À l'origine, la clôture de chœur de Notre-Dame de Chartres a été réalisée en bois et 3 siècles plus tard, elle n'est plus vraiment à la hauteur des ambitions de cette cathédrale. L'ancien tour de chœur n'était plus satisfaisant au début du XVIe siècle. L'ambition de ce nouveau tour de chœur, c'est de rivaliser avec les autres grandes cathédrales et de dépasser les tours de chœur entrepris au Moyen-Âge, comme celui de Paris par exemple. Il s'agit donc d'un programme de prestige. Les chanoines fixent l'ensemble du programme des images à réaliser, à savoir essentiellement des scènes de la vie de Marie et du Christ, mais aussi des figures d'évêques et personnages laïques, quelques 200 statues au total. Et pour rivaliser avec les cathédrales de Paris ou d'Amiens, on ne lésine pas sur les moyens. Il y a de la sculpture ornementale absolument partout, et on va aller chercher la meilleure pierre qu'on puisse trouver pour le réaliser. Les chanoines vont jusqu'à accompagner les sculpteurs dans des carrières en dehors de la région pour choisir les meilleures pierres. Leur niveau d'exigence est élevé, et Jean de Beauce se fait même rappeler à l'ordre après quelques années de chantier. On lui dit, écoutez, vous avez été dans les temps, c'est déjà pas mal. Vous avez fait du très beau travail. Incontestablement, au niveau technique, on ne peut rien vous reprocher. Mais vous êtes complètement dépassé au niveau du style. On ne peut pas continuer comme ça, désolé. Jean de Beauce doit alors passer d'un style gothique plutôt chargé au style Renaissance plus sobre. Au final, ce chef-d'œuvre de la sculpture française mesure une centaine de mètres de long et dépasse 6 mètres de haut. Un chantier colossal pour une œuvre colossale. Et d'ailleurs, Jean de Beauce n'en verra jamais la fin. Il a fallu plus de 2 siècles pour arriver à compléter ce tour de chœur jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'aux dernières statues qui sont réalisées. L'intérieur du chœur subit une nouvelle restauration avant la Révolution dans un style baroque fait de marbre et de dorure.
À ce moment, la cathédrale est alors complètement terminée. Et on aurait dû en rester là. Seulement, Notre-Dame de Chartres a un talon d'Achille, situé au-dessus des têtes, sa charpente. Quel choix révolutionnaire va-t-on faire à Chartres quand cette cathédrale subit le même sort que Notre-Dame de Paris en 2019? On est le samedi 4 juin 1836. Un réchaud ou en tout cas une source de chaleur a été laissée allumée par les couvreurs. L'effet cheminée du comble fait que tout brûle extrêmement vite. L'incendie est d'une telle violence que des maisons voisines de la cathédrale commencent à s'embraser. Même les habitants prêtent main forte aux soldats du feu. Des pompiers obligés de prendre des risques inouïs pour éviter l'effondrement des autres parties de l'édifice. Les pompiers, déjà à l'époque, se sont cramponnés in extremis pour essayer d'éviter, pour le coup, un effondrement des flèches. Cet héroïsme a permis de sauver entièrement les voûtes. Le lendemain matin, les flèches et les voûtes sont sauvées. Mais Notre-Dame de Chartres est complètement défigurée. L'incendie a un impact qui est absolument considérable dans l'opinion. C'est un objet pittoresque absolument extraordinaire. Beaucoup sont venus voir ce que Victor Hugo a appelé le dos d'un monstre. Pour éviter que le monstre ne prenne l'eau, très vite on décide de couler une chape de béton sur les voûtes. Mais une fois qu'on a géré l'urgence, comme pour Notre-Dame de Paris, il faut se poser la question fondamentale. Par quoi va-t-on remplacer la charpente en bois qui vient de brûler? On se trouve dans un contexte à l'époque qui est celui de la révolution industrielle et où on a une foi considérable dans le progrès, dans les nouveaux matériaux, et on se dit qu'il faut profiter de l'occasion et restaurer la cathédrale avec les moyens modernes. Moderne et sacrément audacieux, puisqu'on remplace le bois de châtaignier de l'ancienne charpente par 600 tonnes de métal. C'est un chef-d'œuvre de technologie et c'est aussi un chef-d'œuvre de spatialité. Dans ces années 1830, une charpente en métal dans une cathédrale, c'est une première mondiale. Clairement, il y a un choix qui est fait de quelque chose de futuriste. On est 40 ans avant la Tour Eiffel. Cette charpente futuriste est posée sur des murs gothiques qu'il a fallu renforcer après l'incendie. Les systèmes de fixation sont inspirés des ponts métalliques britanniques qui font figure de modèle à l'époque. Toute la structure repose sur un élément principal, un couple de poutres en fonte que l'on appelle arbalétrier. Ces poutres, dont la forme rappelle les arcs brisés de l'intérieur de la cathédrale, sont relativement raides pour limiter les efforts de flexion, mais suffisamment obliques pour reporter la charge sur les murs extérieurs. C'est ça le génie de cette réalisation, c'est que toutes les forces sont canalisées directement vers l'extérieur, de telle façon que l'espace soit entièrement libéré. Les couples d'arbalétriers sont reliés entre eux par plusieurs rangées de tirants pour les empêcher de se déplacer latéralement. En dessous, d'autres tiges empêchent les arbalétriers de s'écarter sous le poids du toit ou de se contracter sous l'effet du vent, souvent puissant à de telles hauteurs. Au-dessus des arbalétriers, c'est une autre série de tiges métalliques en forme de V qui vient recevoir la toiture. Toiture, elle aussi différente, puisque le plomb qui a fondu avec l'incendie est remplacé par un matériau dont on n'a pas vraiment l'habitude, le cuivre. Pourquoi a-t-on choisi le cuivre? On avait des surplus considérables de plaques de cuivre depuis la fin de l'Ancien Régime, plaques de cuivre qui auraient dû servir à l'industrie navale pour blinder les coques des vaisseaux qui allaient dans les mers chaudes. Après le drame de 1836, on a voulu faire rapide, économique et réduire le risque incendie. De ce point de vue, ce nouvel ensemble charpente-toiture remplit parfaitement sa mission. Pourquoi les concepteurs de cette structure ont-ils en plus soigné sa silhouette?
alors même que cette partie de cathédrale est quasi invisible du grand public. On a voulu vraiment avoir cet objectif esthétique. Mais c'est en même temps dans l'esprit de ce qu'on pensait être celui des bâtisseurs de cathédrales, qui était de réaliser des prouesses qu'on voyait à peine. Avec cette charpente métallique, c'est le dernier grand chapitre de l'aventure architecturale de cette cathédrale. Et il s'inscrit dans la continuité des bâtisseurs de l'ère gothique, affichant les mêmes ambitions. Ils construisent les structures les plus légères, les plus techniques, les plus innovantes de leur temps, et ils osent en plus affirmer « ça durera des siècles ». Et ils ont raison. De ce sommet métallique réalisé au XIXe siècle, jusqu'au puits antique des Saints-Forts, Notre-Dame de Chartres est un livre d'histoire grandeur nature qui continue de s'écrire dans la crypte avec des vitraux contemporains. Histoire de croyance, mais aussi de pouvoir, d'argent, d'art, d'architecture. Il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un lieu de vie où l'on croise chaque année près d'1,5 million de visiteurs. Des amateurs de patrimoine et des croyants venus du monde entier pour se recueillir auprès de la Vierge Marie comme d'autres l'ont fait bien longtemps avant eux. Le monument lui-même est bien vivant lui aussi. Chaque pierre, chaque pièce de métal interagit avec son environnement immédiat et entre pollution et humidité, cet environnement met le bâtiment à rude épreuve. Mais les passionnés sont nombreux pour protéger cet édifice qui a traversé les siècles, les guerres, les tempêtes et des incendies en pagaille, avec beaucoup de chance, peut-on dire, vu son état de conservation exceptionnel. Grâce au talent de ceux qui l'ont bâti, grâce à l'amour de ceux qui sont aux petits soins aujourd'hui pour elle, Notre-Dame de Chartres continue de marquer le paysage et les esprits à l'âge de 800 ans.